227e épisode, le 6e de notre 6e saison. Nous enregistrons ce 3 octobre 2019 notre revue de presse hebdomadaire. Il est question entre autres de livraison par drone qui se fait partout, mais vraiment partout. Elon Musk qui nous présente Starship Mk1 et par ailleurs défend l'autopilote de ses Tesla. Donald qui partage notre vie privée avec Boris. Le Sénat français qui s'attaque à l'obsolescence programmée. Ou encore le Microsoft Surface Event de cette semaine et son lot de nouveautés. Merci d'écouter les technos, de vous abonner à notre podcast ou notre chaîne YouTube et de le faire savoir à la multitude. Bonne écoute. Et pour cet épisode, nous avons avec nous ce duo. D'un côté Sébastien, celui qui n'a pas de cheveux, et de l'autre côté Xavier, celui qui a toujours eu des cheveux. Je pense qu'il est né comme ça, avec des cheveux comme ça. je l'imagine bien. Oui, mais quand j'étais petit, j'étais limite blond. Ah, j'étais châtain. C'est vrai ? C'est comme certains chevaux, alors, dans l'autre sens. Sébastien, c'est notre chroniqueur itinérant, néo-nomade, j'ai envie de dire, qui est dans quel pays ? Il est 3h du matin, hein, au moment où nous enregistrons. Bruxelles, heure de Paris, 20h. Sébastien, heure de, on va savoir, 3h du matin. Où es-tu ? Heure de Tokyo, au Japon. Ah, d'accord. Tokyo, on voyage. Ce qui est magnifique avec Sébastien, c'est que chaque fois, on le voit lui, il nous fait rêver avec des destinations de rêve. Bali, le Cap, Tokyo. Mais on voit jamais rien. Alors, suivez son compte Instagram. Sur Instagram, tu publies des trucs, non ? De temps en temps, tu publies des photos, non ? De temps en temps, mais j'évite de faire le touriste de base à Instagram et ma bouffe et tous les endroits que je vois, donc il n'y a pas beaucoup de contenu non plus. Non, c'est ça. On va continuer à imaginer et à faire marcher notre imagination, c'est pas plus mal finalement. C'est très bien comme ça parce que j'ai pas envie de baver en voyant les bons repas asiatiques. Oui, c'est ça, parce que Xavier, lui, il est très friand des Instagram culinaires. Non, pas du tout, j'aime pas du tout ça. Je préfère il les regarde et plus il les regarde, plus il grossit. C'est incroyable. Allez, un remerciement chaleureux. Ah ben voilà, tiens, une photographie sur le smartphone de Sébastien. Nos remerciements chaleureux à quelques-uns de nos auditeurs, ceux qui nous laissent des commentaires par-ci par-là, en général sur YouTube, il faut bien le dire, mais pas uniquement, puisque sur notre blog également, lestechno.be, Battant, par exemple, laisse régulièrement des commentaires et des sources aussi, hein, il laisse des petits messages et lui aussi suit l'actualité et il augmente comme ça chaque fois un petit peu nos articles avec quelques liens supplémentaires. Quoi qu'il en soit, saluons Jax, Olivier Maillarès, Cubignol, Eric Bourdin, Oléastre57, David Duval, alors JVG, Lydie ainsi que Bignou Master, ça doit être un breton, qui nous a laissé un petit message via, tenez-vous bien, iTunes, parce que ça peut se faire aussi, hein, je l'avais signalé d'ailleurs, hein, sur iTunes France, par exemple ici, il nous a laissé 5 étoiles et un petit commentaire, c'est toujours le bienvenu aussi, puisque vous le savez, hein, c'est un petit peu la règle du jeu, plus on a de commentaires, plus on a d'étoiles ou de pouces vers le haut, etc., mieux on est référencé, donc plus on est écouté, c'est notre seul salaire à nous pauvres podcasteurs ou youtubeurs, vous appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fiche. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux à annoncer ? Vous avez un truc à vendre, hein. Je sais pas, c'est le moment, c'est l'instant, parce qu'après non, moi j'étais content, j'avais pas encore vu la nouvelle petite animation à la fin du générique. D'accord. Je l'ai découvert en direct. Voilà, et donc c'est comme ça, c'est ce qui est la preuve qu'il ne regarde jamais les technos, en fait, c'est ça qu'il essaie. Mais moi je l'écoute dans la voiture, en fait. Ah bah oui, c'est ça, oui, effectivement. Sébastien, vous voulez juste rajouter un truc ? Non, moi j'ai un iPhone 10 à vendre si ça intéresse. iPhone 10, pas cher. Mais il va falloir aller chercher à Tokyo. Ah, ça c'est con. Si vous le voulez bien, on peut passer à notre abécédaire et à cette lettre-ci. La lettre D comme drone, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà. La lettre D comme drone, avec un nouveau service de livraison par drone qui a débuté aux États-Unis. C'est Xavier qui nous en parle, si je ne dis pas de bêtises. Hein, c'est ça. Voilà. En fait, la course à la première société qui va pouvoir officiellement faire des livraisons sans restriction, ou en tout cas avec beaucoup moins de restrictions, a été remportée par UPS. Donc c'est une course on connaît Amazon, on sait qu'Alphabet, donc Google, veut aussi faire des livraisons.
et UPS et sa filiale UPS Flight Forward sont les premiers à avoir annoncé l'obtention du permis PART 135 standard de la FAA, qui est l'autorité de régulation de l'espace aérien aux États-Unis. Et donc c'est la première qui obtient le permis et ça va leur enlever les restrictions telles que un vol limité de drones, donc ils vont pouvoir faire voler autant de drones qu'ils veulent. Ils vont pouvoir faire voler des drones avec des charges de plus de 24 kg, ce qui est quand même déjà assez conséquent. Et ils vont même pouvoir voler la nuit, ce qui est en Belgique, en Europe, est vraiment exceptionnel. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pays qui autorisent le vol de drones la nuit. Alors UPS, ils utilisent des drones que j'ai découvert en fait avec cette annonce. C'est les drones Matternet M2. C'est des drones qui sont esthétiquement assez bien réussis. Ils ont l'air assez solides. Et on voit qu'il y a des logiciels qui sont gérés dans le cloud où vraiment les drones vont éviter toutes les zones, tout ce qu'on appelle les no-fly zones, hein, donc les zones pour lesquelles le survol est interdit. Et donc je pense que c'est pas eux qui gèrent spécialement tout ce qui est algorithme pour le vol, mais donc ils utilisent ces drones qui peuvent faire une livraison d'un point A à un point B en évitant toutes les zones restreintes. Et pour le moment, ils utilisent ça sur le campus de l'hôpital Wake Mehed Raleigh en Caroline du Nord. Mais le patron a déjà annoncé qu'ils allaient faire d'autres usages bientôt. Et pendant ce temps-là, en Ohio, la police, elle a publié des images de surveillance d'une prison où un détenu a reçu lui aussi un colis. Alors je pense qu'ils n'ont pas eu le permis de la FAA, mais il s'est fait larguer un colis au-dessus de la cour d'exercice et apparemment, on voit ça dans une vidéo, apparemment la police annonce que il s'est fait livrer un portable et de la marijuana, mais cette fois-ci on ne sait pas si c'est pour un usage médical, quoi. J'ai eu un petit doute moi sur cette question-là, très honnêtement. Il fallait s'y attendre, hein, il fallait que ça arrive un jour. Je veux dire, ça paraît assez. C'est clair que c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Ouais, non, c'est clair. Alors on voit souvent les cours dans les prisons qui sont. Moi j'ai vu ça. Enfin, il y a ça en Belgique en tout cas. J'imagine que c'est le cas aussi dans d'autres pays où on a mis des filets pour éviter justement qu'on puisse lancer des choses de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement. J'imagine que là, ça va être le cas aussi. Ça va être de plus en plus restrictif. Et donc, voilà. Je pense que là, c'est parce qu'on a des images, mais c'est certainement déjà arrivé auparavant. Non ? Oui, c'est sûr. Et puis c'est pour l'anecdote avec la livraison, et ça a été annoncé récemment, donc voilà. Les illustrations, je le dis, pour ceux qui regardent la vidéo, ceux qui nous écoutent évidemment sont moins concernés. Tu m'as laissé des illustrations, je les afficher d'ailleurs. C'est de ce drone-là dont il était question. Oui, c'est bien ça. D'accord. Ouais. Ok. M2 drone. Vous irez voir évidemment. On vous laisse les liens, hein, comme toujours. Il est tout blanc, il est tout brillant. Joli. Et en gros, il y a 4 bras, donc c'est assez classique, mais avec un compartiment en dessous qui permet vraiment de porter un colis. C'est ça qui fait sa spécificité, quoi. Ok. On laisse comme toujours les adresses des sites web de nos sources sur le blog lestechno.be, mais vous les trouvez également en description de la vidéo sur YouTube sans aucune difficulté, ou dans la publication du son sur SoundCloud. Je le rappelle, Xavier l'a découvert cette semaine aussi. Nous sommes sur SoundCloud depuis un peu plus d'1 an, mais comme quoi on peut nous écouter et nous voir d'un petit peu partout, et c'est pas plus mal. Chacun choisit un petit peu le média qui lui correspond. Je sais pas si Sébastien, sur cette news là ou de manière générale sur cette histoire de prison ou de livraison ou enfin ce que tu veux, t'as un truc à rajouter ou non? Moi, j'attends toujours les premiers vrais vols pour qu'on voit les gens qui commencent à shooter des iPhones depuis le ciel, tu vois, des trucs paf. Oui, c'est ça. Le jour de la sortie de l'iPhone, où à peu près 50% des colis UPS, c'est des iPhones, là, j'attends de voir. Oui, c'est ça. C'est la sortie des iPhones du magasin. Des types avec des filets derrière. Ça va arriver, ça. Un de ces quatre, ça va arriver. J'en suis à peu près certain. Ah, mais pourquoi tu crois qu'il revend son iPhone? Oui, c'est ça. Comme espace. Bah oui, c'est Bella. Alors on parle espace, mais on en aurait, je pense, de toute façon parlé. C'est dans l'actualité de la semaine, hein, cette présentation, cette conférence de presse même qu'a organisée Elon Musk devant. Alors c'est plus la Big Falcon Rocket ou je sais plus comment il l'avait appelé. Ça porte un autre nom. C'est Starship Mk1 maintenant. C'est ça l'idée, hein, si je dis pas de bêtises.
Alors, pour être plus précis, la BFR, donc la Big Falcon ou Big Fucking Rocket, c'est le véhicule dans son ensemble, en comptant les 2 étages. Okay. Ici, le prototype qui a été présenté, c'est uniquement le 2e étage, donc ce qu'on appelle le Starship. Le premier étage étant appelé le Super Heavy. Donc c'est le booster en gros. Et donc le Starship, ce sera le véhicule orbital et le véhicule qui a priori devrait aller jusqu'à Mars et jusqu'à la Lune dans un premier temps. Et donc là, effectivement, le 29 septembre dernier, Elon Musk a présenté ce premier prototype complet. Jusqu'à maintenant, ce qu'on avait vu voler, on en avait parlé dans les épisodes précédents, c'était uniquement des démonstrateurs, donc des véhicules un petit peu incomplets, il n'y avait pas de cône au-dessus, ça ressemblait plus à un gros château d'eau qu'autre chose. Là, maintenant, on se retrouve avec un véhicule plus complet, en tout cas un 2e étage plus complet, avec déjà 3 moteurs en dessous, sachant qu'à terme il devrait en compter 6 puisqu'il y aura 3 moteurs atmosphériques et 3 moteurs vides, optimisés pour le vide. Dans tous les cas ça sera des Raptor, mais ce qui est donc le nouveau moteur qu'ils ont mis au point, mais simplement avec des optimisations suivant les altitudes auxquelles ils sont censés voler. Donc toujours avec ce fameux moteur Raptor au méthane, ce qui est une première en tout cas pour des fusées qui vont atteindre l'orbite. Donc ça aussi, ça va être intéressant à voir voler. Là, on a vu le prototype monter, mais il a pas encore volé. Ce prototype-là devrait voler d'ici 1 à 2 mois normalement. Et le premier test, ce sera un test à 20 km avec déjà un premier atterrissage. Donc l'idée, c'est de décoller juste avec le Starship, donc sans son booster en dessous, de monter jusqu'à 20 km et ensuite de réatterrir. Alors l'originalité du truc... en plus des moteurs et de cette conception un petit peu, elle est brillante puisqu'en fait c'est de l'acier inoxydable, donc on est loin des matériaux composites ou de la fibre de carbone ou de l'aluminium lithium qu'on peut utiliser dans l'industrie en général. Ici c'est vraiment de l'acier inoxydable. Et l'autre originalité et le changement même en termes de design, c'est qu'avant il était question que le machin ait 3 ailerons qui servaient en même temps de pied d'atterrissage, un peu comme la fusée de Tintin. Oui. Là, ils ont changé complètement le design. Il aura plus que 2 ailerons. Et le but étant d'alléger un petit peu la structure, sachant que même s'il y avait eu 3 ailerons, il y en aurait eu un qui était figé. Donc là, maintenant, il y a 2 ailerons et ces 2 ailerons-là sont mobiles. Et l'idée, c'est que le machin puisse redescendre et freiner dans l'atmosphère. Un peu à la manière d'une chute libre, donc d'un parachutiste. Le but, c'est pas de faire de la portance, mais c'est juste de créer de la traînée pour ralentir au maximum le machin. Et alors là, il a expliqué la manœuvre d'atterrissage, c'est juste hallucinant il explique ça, et ça a l'air tout naturel pour lui, mais c'est juste bluffant. Donc, pour donner quelques chiffres, pour filer un peu le tournis, rien que le Starship, donc rien que le 2e étage, fait 50 mètres de long, 9 mètres de diamètre, 1200 tonnes de carburant en capacité, et la charge utile pourra aller de 100 à 150 tonnes, ce qui est juste gigantesque. Avec le booster, donc avec le premier étage, où là ce sera plus 6 moteurs, mais 37 moteurs au maximum dessus. Là, l'entièreté de la fusée fera 118 mètres, ce qui, pour information et à titre de comparaison, est 8 mètres de plus que la Saturn V, qui est juste la plus grosse fusée qu'on a jamais fabriquée. Donc voilà, ça donne un petit peu une idée de l'échelle. Ça sera aussi bruyant? Ce sera probablement moins bruyant, parce que la Saturn V, c'était les moteurs F1, c'était tout sauf optimisé. Là, ici, l'objectif, encore une fois, c'est l'optimisation et encore une fois, les moteurs qu'ils ont conçus, en plus d'être au méthane, c'est des moteurs hyper efficaces. Je vous passe les détails techniques, mais allez, quand on s'intéresse un petit peu à tous ces trucs-là, c'est vraiment un truc assez hallucinant ce qu'ils ont mis au point. Et donc voilà, ce sera probablement, quand même un barouf d'enfer, mais moins que les moteurs F1 de la Saturn V. Et tout ça est de toute façon conçu pour être réutilisable. Alors là, c'est aussi l'originalité par rapport à la Falcon 9 qu'ils utilisent pour l'instant. C'est que la Falcon 9, il n'y a que le premier étage qui est réutilisable, le deuxième, il est jeté. Là, dans ce cas-là, ce sera les 2 étages qui seront réutilisables, donc et le booster et le Starship pourront tous les 2 se reposer sur Terre, et dans le cas du Starship, il est même conçu pour pouvoir aussi se poser et sur la Lune et sur Mars, et pouvoir redécoller
de la Lune et de Mars. Donc, je suis là, je fais oui. Et en même temps, dans ma tête, à part le petit singe qui joue des castagnettes, il y a un truc qui se passe. Qui se dit, mais, je suis en train de de la science-fiction, c'est pas de mon vivant, si. Eh ben, c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'il y a encore 3-4 ans, quand il nous parlait des premiers concepts de la BFR, tout le monde disait mais c'est complètement hallucinant, jamais de la vie il y arrivera. Et là, on est en fin 2019. Il y a déjà 2-3 prototypes qui ont fait des premiers sauts, donc on est déjà au stade du Grasshopper. Au passage, la conférence de presse avait lieu le 28 septembre. C'était les 11 ans du premier vol orbital de la Falcon 1. D'accord. Seulement 11 ans. Regardez tout ce qu'ils ont fait en 11 ans. Et là, le programme, il a 3 ans. Et ils en sont déjà au stade de faire un premier vol à 20 km. Et pour vous donner une petite idée d'échelle, ils espèrent faire un premier vol orbital avec tout le machin, donc avec le booster et le Starship, d'ici 1 à 2 ans maximum. D'accord. Il y a Greta qui a réservé son vol d'essai. Oui, mais il va falloir mettre des voiles. Mais non, c'est juste, ça va à une vitesse incroyable. Alors, on sait tous que la technologie a évolué. Quand on se rappelle, parce qu'on l'a revu il n'y a pas longtemps, justement, les moyens qui étaient utilisés et mis en œuvre pour aller sur la Lune, c'était dérisoire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qui est possible d'exécuter aujourd'hui. On parlait de la Falcon, de la Saturn V. Je parlais du bruit parce que je pense que c'est l'objet le plus bruyant que l'homme ait fabriqué. C'est un de ses records entre guillemets, et la pression acoustique issue de ces réacteurs était assez impressionnante aussi. Juste pour l'anecdote, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté parce que je l'aime bien quand même bien. C'est le gars de chez Electro Voice qui fabrique des haut-parleurs et des systèmes de public adresse, qui après chaque tir de la Saturn V faisait le tour de tous les haut-parleurs, enfin cette espèce de trompette que vous pouvez voir sur les piliers, pour les remplacer ce qu'on appelle les moteurs parce qu'ils étaient explosés par la pression acoustique délivrée par les réacteurs. Et son métier, c'était ça. Il partait avec son petit sac et son échelle pour aller changer les moteurs des public adresses. C'est quand même assez impressionnant. C'est pour ça que je posais la question de savoir si ça allait être aussi bruyant que la Saturn V. Oui. Ouais, et tu parlais aussi de la vitesse d'exécution. J'ai mis en lien dans les sources de l'épisode une interview qu'il a fait avec Tim Dodd, un YouTuber qui fait une chaîne qui est géniale, qui s'appelle Everyday Astronaut, et dans laquelle il explique un petit peu comment ils font pour aller aussi vite dans la conception de tout ça. Et c'est intéressant de voir à quel point l'expérience qu'il a acquise chez Tesla, et notamment avec tous les problèmes de production qu'ils ont eu sur les modèles 3, etc., a pu influencer et informer un peu toute la gestion de projet, en fait, sur un truc comme SpaceX. Donc il explique tous les principes qu'ils ont suivis. Par exemple, un truc génial que je trouve qu'il dit, c'est quand tu regardes tous les échecs du point de vue matériel, trouve une répercussion dans les échecs organisationnels. C'est-à-dire que, comme en général, les interfaces se situent aux limites de tes départements, c'est ce qui s'est passé typiquement avec la Saturn V, quand il y a eu des problèmes, ou avec le programme Apollo, quand il y a eu des problèmes avec Apollo 1 et tout ça, on s'est rendu compte que les problèmes, ils étaient aux interfaces entre, tiens, cette partie-là, elle est fabriquée par Boeing, et l'autre partie, elle est fabriquée par un autre sous-traitant, et à l'interface, ça se passe mal. Donc là, ce qu'ils essayent de faire chez SpaceX, c'est de tout intégrer, de tout maîtriser, et sans arrêt de remettre leur conception et leurs contraintes sur la table, pour dire, là par exemple au départ ils étaient partis sur la fibre de carbone, ils s'étaient imposé cette limite, ils se sont rendus compte que la fibre de carbone c'était 50 fois plus cher que la tôle en gros, que l'acier inoxydable, et puis ils ont complètement changé leur design, ils se sont pas interdits ça, et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à avancer toujours de plus en plus vite. Donc c'est assez hallucinant aussi les leçons qu'ils ont tirées en termes d'organisation, quoi. Et puis surtout, ils font, dis-moi si enfin peut-être que je vais dire une bêtise, mais ils font tout en interne aussi. C'est une structure qui chapeaute l'ensemble, alors qu'effectivement à l'époque du programme Apollo et avant ça Mercury et autres, c'était des sous-traitants qu'il fallait coordonner. C'est ça aussi qui a permis les Américains d'accéder à la Lune, hein, parce que les Soviétiques avaient mis en compétition des entreprises qui sont jamais arrivées à se mettre d'accord. Là, c'était un peu mieux organisé quand même si effectivement, comme tu le disais, c'est chaque fois qu'il faut faire parler l'un avec l'autre, c'est un petit peu compliqué, quoi.
Et le problème se pose toujours parce que quand on regarde justement la vitesse d'avancée de programmes comme la BFR et qu'on compare ça avec le SLS par exemple, qui est encore chapeauté par la NASA et fabriqué par Boeing, Northrop Grumman et tous les autres sous-traitants habituels, ben le SLS est à la bourre quoi. Donc il n'est pas impossible que SpaceX arrive sur la Lune avant la NASA quoi. Oui, ce qui serait quand même assez comique. Enfin non, la NASA y est déjà arrivée, donc c'est déjà fait. Oui, non, mais je veux dire, avec la leur prochaine objectif échéance par rapport avec Artemis et tout ça, ça. pour l'instant, Artemis, ils espèrent 2024, mais c'est mal barré. Hein. Ouais. Il y aura du retard, sans doute. À voir, effectivement. Bon, on passe à la suite. Qui mange des cracottes? J'entends des craquements. J'ai comme Google Music, c'est Xavier qui nous parle de ça, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une nouvelle application préinstallée sur Android, si je ne dis pas de bêtises. C'est un peu de ça dont il est question. Hein. Ouais, c'est une brève, mais en fait, Google a annoncé sur son blog, sur le blog officiel de YouTube, que YouTube Music serait maintenant préinstallé sur les nouveaux smartphones qui sont équipés d'Android 10 ou de Android 9. Donc à côté des applications telles que Gmail, Google Maps, etc. Alors pourquoi c'est à noter, c'est que ils vont faire disparaître petit à petit Google Play Music, qui lui ne sera plus installé. Et donc on pourra toujours le télécharger via le Play Store, mais ils vont mettre en avant YouTube Music. Alors on sait qu'ils ont beaucoup de retard par rapport à des Spotify par exemple ou à Apple, mais le fait qu'ils imposent quelque part l'installation de ce logiciel va faire qu'il y aura beaucoup plus de visibilité et donc ils vont fonctionner avec une version gratuite comme on peut l'imaginer avec la pub, etc. Et une version payante sans pub et qui permet le téléchargement offline exactement comme le fait à Spotify par exemple. Ok, bon, bah autant que l'usager le sache, j'ai envie de dire. Je vois mon ami Sébastien dubitatif. J'en connais des qui se sont pris des procès antitrust dans la face pour moins que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir. J'étais en train de me le dire, les choses préinstallées souvent. Hein, Microsoft, par exemple, on a fait les frais, hein, on s'en rappelle. Voilà, c'est ça. Ça. De temps en temps, enfin, à un moment donné, il y a enquête, quoi. Surtout s'il y a plainte. Et je pense qu'il y aura des plaintes, parce qu'il y a quand même d'autres opérateurs dans la boucle hein, qui aimeraient bien être en tête de gondole. Spotify, à mon avis, va pas laisser passer ça, parce que c'est clairement un abus de position dominante et une des concurrences déloyales pour eux. Hein, donc, Affaire à suivre. En même temps, tiens, je ne connais pas la réponse, hein, donc c'est une vraie question. Sur iOS, est-ce que le iTunes est préinstallé ou pas sur les iPhones, par exemple? C'est une vraie réponse, je connais pas la question, mais oui. Il me semble. Hein, j'imagine que oui. Je pense même que l'application podcast est maintenant installée par défaut à l'installation. Mais je pense, je suis pas sûr. En tout cas, les logiciels habituels, on va dire, de la marque sont installés, mais tu peux les désinstaller. Il n'y a pas de contrainte. Au final, c'est le cas, mais... un peu ça jusqu'à ce qu'ils se tapent sous les doigts, quoi. Oui, c'est un peu ça. Ouais, mais là, ça va pas être les mêmes volumes. C'est-à-dire que, par exemple, Netscape a toujours été installé sur les versions, avec Linux ou des trucs comme ça. Ça n'a jamais choqué personne vu les volumes. Là, Android, qui est sur, je sais pas combien, 80% des téléphones du monde, et sur tous les fabricants en plus, c'est vraiment une grosse différence en termes de volume, quoi. Ouais. Comme je disais, affaire à suivre une fois de plus. Vous qui utilisez un appareil Android, je sais que vous êtes nombreux, n'hésitez pas à nous revenir éventuellement avec de l'info. Hein, si vous avez noté quelque chose de particulier lors d'une mise à jour, par exemple, ça se peut. Donc, mais ici, ça concerne les nouveaux smartphones. Hein. Oui. Ce sera... Est-ce que la mise à jour vers une version d'Android supérieure ne provoquera pas par la suite une installation ou une proposition d'utiliser telle ou telle application? Ça reste de l'ordre du possible, comme souvent. Hein. C'est l'occasion de mettre en avant des nouveaux produits aussi, une mise à jour. Donc, affaire à suivre, on l'a dit. Tiens. Comme iPhone. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'iPhone dans ce podcast. Comme iPhone, un nouveau jailbreak est disponible, mais pour d'anciens appareils, Sébastien.
Oui, c'est ça. Donc, pour rappel, le jailbreak, c'est cette technique qui permet, en gros, de casser certaines protections qu'impose Apple sur les iPhones et qui permet donc d'installer des logiciels tiers en bypassant justement ces fameuses protections. C'est une technique qui était très populaire il y a encore 10 ans de ça. Enfin bientôt 10 ans, jusqu'en 2010 à peu près, et qui depuis justement à peu près ces temps-là, ça s'était un petit peu calmé. Il n'y avait plus vraiment de jailbreak, ou en tout cas c'était des jailbreaks d'assez courte durée parce que ça exploitait des failles logicielles qu'Apple avait facile à corriger avec juste une mise à jour de l'OS. Et là, la nouveauté vient du fait que un hacker qui répond au double pseudonyme de Atomix, je crois, Axiomix, pardon. C'est toujours très sobre. Voilà, Axiomix qui a trouvé une faille non pas dans la partie logicielle, mais dans la partie matérielle des iPhones, dans ce qu'on appelle le boot ROM. C'est cette mémoire en lecture seule qui est chargée au tout début du lancement du téléphone, et donc qui est, comme son nom l'indique, comme elle est en lecture seule, elle est hardcodée dans le matériel, et donc là c'est une faille qu'Apple ne va pas pouvoir régler, puisque c'est sur des téléphones qui sont déjà en circulation. Alors ça ne touche que les iPhones jusqu'à l'iPhone X, en partant de l'iPhone 4S, donc jusqu'à l'iPhone 10. Les 10S et 11 ont déjà réglé la faille, donc on ne pourra pas jailbreaker ces devices-là. Mais bon, de 4S à 10, ça fait quand même une bonne partie des devices en circulation, et donc voilà, sur lesquels on pourra appliquer ce jailbreak. Alors pour l'instant, la faille, elle a été découverte, elle a été open sourcée, et maintenant la communauté est en train de s'affoler pour remettre à jour tous les outils, Cydia pour ceux qui connaissent, qui est l'espèce d'App Store alternatif, mais aussi tous les outils de customisation, etc. Donc tout ça va être mis à jour, et la communauté open source est en émoi. Mais pour l'instant, voilà, c'est juste la faille a été révélée, et malheureusement malheureusement pour Apple, ils peuvent rien y faire. Alors petite limitation quand même pour éviter tout de suite qu'on s'emballe. D'abord, c'est une faille qui ne fonctionne qu'en mode tethered, c'est-à-dire en mode câblé. Ouais. Autrement dit, pour pouvoir appliquer le jailbreak, il faut que le téléphone soit branché avec le câble à l'ordinateur qui veut faire le jailbreak. Donc, ça a deux implications. D'une part, pas de jailbreak possible à distance. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout ce qui est hacking et tout ça. Mais surtout, ça veut dire que si vous redémarrez votre téléphone sans qu'il soit branché, le jailbreak disparaît. Donc c'est une bonne façon aussi de remettre à jour votre téléphone et d'enlever le jailbreak, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, faut pas s'inquiéter pour vos données. Si vous avez Touch ID, Face ID avec le Secure Enclave, donc c'est ce matériel spécial pour stocker vos données biométriques et pour encrypter vos données, elles restent safe. Donc c'est pas parce que vous avez jailbreaké avec votre téléphone que tout d'un coup il se retrouvera menacé par soit quelqu'un qui va vous hacker votre téléphone au restaurant, soit un douanier un petit peu insistant. Donc tout ça reste chiffré, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à ça, quoi. Ok, bon, autant le savoir. En même temps, comme tu l'as dit, il y a quand même quelques limitations qui t'empêchent d'user ton smartphone comme d'un smartphone, quoi. Je veux dire, c'est éventuellement pour tester une application qui n'aurait pas été validée par Apple, peut-être. Alors, je pense que, comme d'habitude, hein, ça va être beaucoup, ça va beaucoup intéresser. Ils disent dans les articles des chercheurs, ou des gens qui veulent faire du débugage assez poussif, parce que du coup, tu vas pouvoir descendre très bas dans le système d'exploitation, ou tout simplement, voilà, pour pouvoir aller faire des tests de sécurité, etc. Mais le simple fait que ce soit tethered, c'est-à-dire qu'il faille forcément le brancher, va pas rendre le truc super pratique. Oui, c'est ça. Parce que du coup, ou alors il faudra s'assurer que son téléphone s'éteint jamais pour pas perdre le jailbreak. Mais voilà. De toute façon, il va falloir voir dans les semaines qui viennent maintenant ce que la communauté produit comme outil, pour voir si ça va vraiment être intéressant. C'est vrai que depuis 10 ans, on faisait très bien sans jailbreak, donc à voir. On s'y est habitué finalement à cette idée. C'est bon. Ok, bon, là aussi peut-être ou pas, hein, affaire à suivre, on verra bien.
Bah oui, c'est l'occasion, puisque Sébastien est des nôtres, de parler de Libra, cette crypto-monnaie proposée par Mark Zuckerberg, j'allais dire par Facebook, mais c'est plus large que ça, hein, je dis pas de bêtises, Sébastien. C'est pas que lui en plus, c'est un consortium, on va dire. C'est ça. Et voilà. Et on en parle régulièrement, on en a parlé encore il n'y a pas tellement longtemps avec Thierry, puisque lui, vu de Suisse, bah, il a aussi des informations qui viennent du secteur bancaire, qui s'affolent un petit peu de ce côté-là également. Donc des informations sur le Libra, on n'en a pas tous les jours, mais on en a un peu régulièrement, on va dire. Et quand on suit un petit peu les actualités de cet écosystème, on se rend compte que ça fait beaucoup de bruit et ça chamboule un petit peu pas mal les choses. Quand bien même appeler ça une crypto-monnaie, c'est déjà presque un abus de langage. Oui. J'avais signalé que tu dirais ça. Je me rappelle. Donc, disons la monnaie que propose de créer Facebook, oui. Qu'elle avait annoncé en juin pour un rappel, donc juste avant l'été, et qui entre-temps a déclenché beaucoup de réactions assez épidermiques, à la fois de la part des banques centrales, des gouvernements, et plus récemment, par exemple, même le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, qui avait annoncé publiquement dans une conférence de presse, dans un discours pour l'ouverture d'une conférence, qu'il allait purement et simplement bloquer le Libra sur le sol européen. Donc voilà, tout ça c'est clair. Et c'est pas le seul à faire une levée de bouclier comme ça. Il y a énormément de gens que ça dérange, et notamment au niveau des États. Alors ce qui est toujours drôle aussi, c'est d'entendre justement Bruno Le Maire justifier cette décision par la menace que pose Libra sur la souveraineté des États en ce qui concerne la monnaie. Faut qu'on m'explique où est la souveraineté des États en ce qui concerne l'euro, parce que, pour rappel, l'euro il est gouverné par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, ça n'est jamais qu'un consortium de banques privées, et ils ont le monopole de la création de la monnaie par le crédit. Ils ont complètement confisqué ce pouvoir-là aux gouvernements nationaux, donc bon, souveraineté, on repassera. Mais bon, voilà, toujours est-il que c'est les postures qui se défendent par rapport à ça. Là, ce qui est nouveau, c'est que du coup, face à toute cette pression des différents États, c'est effectivement les membres de ce qu'on appelle la Libra Association, donc qui est cette espèce de fondation qui va gérer un petit peu qui est prévue pour gérer le développement de la monnaie et sa gestion, qui devrait compter à terme une centaine de membres, qui compte pour l'instant des engagements, on va dire, très informels et de principe de sociétés comme Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, mais aussi Coinbase et d'autres acteurs du monde plus crypto. Et certains de ces acteurs, dont par exemple Visa et Mastercard, commenceraient à sérieusement considérer l'option de se retirer gentiment, discrètement, genre je vais faire marche arrière, vous m'avez pas vu, la porte est juste derrière, parce que ils commencent à sentir le vent chaud de la régulation dans leur nuque, et ils aiment pas trop beaucoup ça. Donc tout d'un coup Facebook se sent un petit peu abandonné. La personne qui s'occupe je vais jamais me souvenir de son nom. Donc effectivement, tu parlais de Mark Zuckerberg, en fait c'est David Marcus qui gère un petit peu tout l'effort pour Facebook. Lui, il se sent un petit peu abandonné. Facebook apparemment a même demandé à certains des membres de la Libra Association de s'exprimer publiquement en support du projet. Ils ont purement et simplement refusé. Donc ça sent vraiment le sapin quand même. Il va se sentir un peu seul, Pépère. Et donc voilà. Donc le truc n'est pas encore sorti. Pour l'instant, ils continuent à dire que c'est pas grave, ils sont en discussion pour aplanir les angles et pour éduquer tout le monde. Mais en tout cas, ils se sentent vite abandonnés par les principaux membres qui, pour l'instant, encore une fois, n'ont rien signé. Ils ont une lettre d'intention. Ils n'ont pas mis sur la table les 10 millions de dollars qu'ils sont censés mettre pour avoir le droit de participer au truc. Et ils n'ont pas signé de contrat. Donc on verra. Normalement, c'est mi-octobre. Qu'il doit y avoir une première réunion de la Libra Association avec les premiers statuts et les signatures officielles, etc. On verra qui va se pointer à la réunion et qui ne sera pas là. Ça va être intéressant. Sans dire à long, oui. Il y a de fortes chances. En même temps, si c'est pas la Libra, à un moment donné, il y en aura d'autres qui viendront se présenter, qui à force, les barrières, je ne sais pas ce qu'on en pense, mais les barrières vont tomber à un moment donné, non sur ce type de concept. Pour moi... Alors, ce qui est sûr, c'est que, et c'est ce que je répète à qui veut l'entendre,
fuyez ce truc comme la peste. Parce que c'est Facebook, ne serait-ce que ça. Ils ont un track record qui est pas bon, ils sont dangereux, eux, ils s'en foutent complètement de l'intérêt citoyen d'une monnaie qui, rappelons-le, n'est pas qu'un truc économique, c'est aussi le machin par lequel on gère toute notre collaboration et notre participation à la société d'une manière générale. Ouais. Ça, Facebook, cette partie-là, ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est la partie consommateur. Donc ils s'en foutent de nos droits, ils s'en foutent de nos libertés individuelles ou de notre vie privée. Donc évidemment, de ce point de vue-là, c'est un danger. Après, une crypto-monnaie centralisée n'a aucun intérêt. Donc, même quand Bruno Le Maire dit dans son discours, Libra a au moins le mérite de souligner les limites de notre système financier, il faut qu'on crée une monnaie digitale européenne. Elle existe déjà, cette monnaie digitale européenne. Elle s'appelle l'euro. Elle est toute sauf, elle est digitale, cette monnaie. Il faut arrêter. Donc, il y a des optimisations à faire dans les systèmes existants, mais on n'a pas besoin d'une crypto-monnaie pour que ça marche. On a juste besoin d'une régulation un petit peu plus cohérente à travers l'Europe, voire à travers le monde. Et voilà, quoi. Donc, les crypto-monnaies, c'est encore une fois, la meilleure crypto-monnaie qui soit, c'est la vraie crypto-monnaie. Oui. C'est du Bitcoin, c'est de l'Ether, c'est toutes celles qui existent. Il n'y a pas de raison qu'on attende d'un État qui nous produise ce genre de trucs, quoi. Et en même temps, c'est aussi, voilà, crypto-monnaie, c'est le terme à la mode, hein, on l'avait déjà dit, d'autres avaient lancé ça aussi en disant on va faire une crypto-monnaie, la poste ou des choses comme ça, alors que c'était juste le mot, quoi, qui était utilisé. Et voilà, il faut gratter un petit peu plus, si le sujet vous intéresse, gratter, ou écouter les bons podcasts, comme celui de notre ami Sébastien, Proof of Cast. Vous le trouverez sans aucune difficulté, hein, il est bien placé maintenant un peu partout. Donc, s'agissant de crypto-monnaie, en français, dans le texte, vous trouverez pas mieux à mon avis pour apprendre des choses sur le domaine. Et je vous renvoie aussi au hors-série qu'a commis notre ami sur les crypto-monnaies pour les nuls, un titre qui avait un peu agacé ceux qui s'y connaissent, mais c'est pas grave, et qui est toujours disponible à l'écoute également sur notre chaîne YouTube et sur notre site lestechno.be. Je sais pas si Xavier avait un petit truc à rajouter ou pas. Non, il a tout dit, hein. Ah ben voilà, c'est comme toujours la même chose, il nous prend la parole, il nous vole la parole. Mais Xavier va la reprendre la parole parce que c'est un peu la news tech de la semaine, hein, il faut pas se mentir. Microsoft a organisé cette semaine un event qui a été suivi, voilà, la sauce commence à prendre, hein, plus de 20 ans après Apple, on commence à faire des suivis de keynote Microsoft maintenant, j'ai vu ça. Donc voilà, mais tout le monde est tellement à l'affût d'audience qu'on finit par le faire aussi. C'est pas notre cas, soyons très clairs. C'est le genre d'information qu'on aime bien, hein, c'est vrai, mais on attend toujours un petit peu que la pression diminue et qu'on regarde un petit peu autour de nous ce qu'en pensent les gens et puis se faire également une opinion avant d'en parler ou de dire n'importe quoi. Des news donc de chez Microsoft, c'était le Surface Event, alors là directement le ton est donné, hein, on sait qu'on va parler device, 2019, Xavier. Ouais. Mais effectivement, hein, on avait déjà dit à l'époque que Microsoft était connu depuis très longtemps pour tout ce qui est hardware, mais c'est vrai que ces dernières années, ils commencent à accélérer un peu sur ce marché-là et à faire des produits qui ont une assez bonne réputation également, et aussi en termes de design. Alors ici, ils ont fait le Surface Event, donc forcément, on va parler de Surface. On va commencer par un appareil qui s'appelle le Surface Neo. Ça va être comme une tablette un peu Surface, mais avec un dual screen, donc 2 écrans de 9 pouces qui vont être pliables à 360 degrés, donc on va pouvoir vraiment les plier dans tous les sens. C'est toujours en développement, mais c'est annoncé pour l'été 2020. Alors, il y a un clavier qui va pouvoir se poser sur l'écran, ou bien on va pouvoir utiliser un clavier logiciel. Et il y aura également une espèce de touch bar sur ce clavier qui va être baptisé la Wonder Bar. Et la particularité, c'est que cette nouvelle Surface Neo va tourner sous Windows X. Alors, Windows X, et plus particulièrement Windows 10 X, donc 10X, c'est une nouvelle version de Windows 10, mais pour les appareils à double écran. Donc c'est un OS qui a été développé spécialement pour prendre en compte la gestion
et les fonctionnalités propres à des appareils à double écran, comme le Surface Neo que je viens de citer. Alors, cet appareil va être basé malgré tout sur Intel, et donc un processeur Intel, donc tous les softs normaux qu'on connaît vont pouvoir fonctionner. Donc l'environnement va rester similaire, c'est vraiment plus des fonctionnalités supplémentaires qui vont être mises en place, et ça va nécessiter également de la part des développeurs de s'adapter et de travailler, imaginer des nouvelles interfaces propres à ce nouvel environnement. Mhm. Alors, ils ont fait une surprise aussi avec le Surface Duo, qui est un appareil qui est Android, donc qui est pliable et qui est un compromis entre la tablette et le smartphone, puisque on va pouvoir téléphoner avec. Et comme c'est Android, on va pouvoir accéder au Play Store sur un écran de 5,6 pouces. Là aussi, c'est annoncé pour l'été 2020. Alors ensuite, il y a 2 Surface Pro qui ont été annoncés. Il y a tout d'abord la Surface Pro X, de 13 pouces, qui est une tablette 2 en 1 qui va être beaucoup plus puissante qu'avant. On annonce côté graphisme 2 teraflops, ce qui donne une puissance un petit peu comparable à la Xbox One. Donc c'est quand même assez monstrueux pour une surface. Alors en dollars, ça sera $999, mais j'ai vu passer, je crois, un prix en euros qui devrait être de l'ordre de un peu moins de 1 200 € dans ces zones-là. Alors, le Surface Pro 7, lui, aussi, bon, voilà, on va être plus puissant. La différence, c'est qu'on abandonne les DisplayPort. On va passer sur de la charge en USB-C. Ce sera un processeur Intel 10e génération pour un prix d'environ de $749 et un peu plus de 900 en euros. Alors, ils ont présenté également des écouteurs pour la Surface, donc c'est les Surface Earbuds, donc des écouteurs sans fil, avec une autonomie de 24 heures, avec son rangement qui permet la charge. Et là, apparemment, c'est une autonomie qui est assez élevée pour des écouteurs sans fil. Je ne sais pas du tout comment on peut comparer ça aux écouteurs de l'environnement Apple, mais voilà, ça a l'air assez important. Et puis il y a le Surface Laptop 3, qui est donc le laptop Microsoft, qui va être dispo en 13 pouces et en 15 pouces avec de l'Intel Icy Lake quad-core 10e génération. Il est annoncé par Microsoft comme étant 3 fois plus puissant que les MacBook Air actuels, et ils ont modifier une chose. Donc le Surface Laptop a été connu pour avoir un revêtement Alcantara qui donnait un certain niveau de confort quand on le touchait, qui donnait un certain esthétique, qui avait le défaut quand même de salir assez vite par contre, et surtout qui avait reçu une très mauvaise cote sur des sites comme iFixit, si je ne me trompe pas, qui donne une notation sur la facilité de réparation de l'appareil. Et donc, ils ont décidé de se faire quitte de ça pour faciliter la réparation. Et ces 2 versions vont être disponibles à $999 et $1199. Donc voilà, ça c'est pour les annonces un petit peu, c'est assez chiffré et matériel, mais voilà. Je me rappelle bien de cette histoire parce que tout était pris dans de la colle en gros. Vous ouvriez l'appareil, il y avait moyen de rien démonter. Il n'y avait rien qui était réparable. Et rien n'était réparable. C'était une couche de colle avec des composants dedans. C'était une horreur complète. Et ça avait été, je pense, un record. Je pense dans les notes négatives chez iFixit. C'est ce qui m'avait refroidi à l'époque parce que je m'étais intéressé au Surface Laptop qui avait l'air vraiment un bel appareil. C'est un bel appareil, ça fonctionne plutôt. Enfin, moi j'en vois fonctionner autour de moi et les gens semblent plutôt contents. Peut-être la connectique avec le clavier qui est pas toujours, qui peut des fois être un petit peu déficiente et agacer son monde. Ouais, mais ça il semble avoir corrigé aussi. Ouais. Voilà, parce que ça c'est aussi important. Hein. Dès le moment où tu fais une proposition comme celle-là, où ça se clipse, c'est un peu magnétique, facile, etc. Si à un moment donné ça marche plus. Ça, c'est le genre de truc. T'as juste avant une réunion, t'as juste envie de balancer le truc à travers la fenêtre, quoi. C'est pour devenir fou, soyons clairs. Je sais pas, Sébastien, ce qu'il en pense, parce que je sais qu'il est pas toujours très content des produits Apple. Enfin, dernièrement, en tout cas, t'es un petit peu épidermique, cette histoire de produits Apple qui n'était pas très bien définis. Ça s'est un petit peu amélioré depuis la dernière keynote, mais quoi qu'il en soit, on peut toujours se tourner vers une autre crèmerie. Hein. Oui, après, c'est avec toujours le problème que c'est du Windows et je suis pas prêt à retourner à ça, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est intéressant à voir. Après, je pense que les surfaces sont plus adressées à un public moins exigeant que le développeur que je suis.
Donc c'est plus compact et donc la puissance est moins optimale. Moi, ce qui m'a intéressé quand même dans l'annonce, c'était sur les earbuds qui apparemment seront super bien intégrés avec Office et notamment intégreront des fonctionnalités de Smart Dictation, donc de prise de notes vocales, oui, et même de traduction. Donc, ils seront capables de traduire en temps réel. Tu lui parles en anglais, elle écrit en français, un truc comme ça. Donc, j'aimerais bien voir. C'est des choses qui sont attendues, je pense, de plus en plus par beaucoup de monde, ce genre de fonctionnalité. Plus que finalement que l'autonomie, ça reste quand même le nerf de la guerre, hein, sur tout appareil, quel qu'il soit. Mais ce type de fonctionnalité, on le voit de plus en plus se présenter, ouais, les assistants et la traduction en temps réel. J'ai vu 2-3 trucs qui étaient plutôt bluffants et qui effectivement sont probablement des fonctionnalités d'avenir. Il faut juste bien les maîtriser, hein. Mais c'est vrai que ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser d'un petit peu plus près. C'est ce qu'on essaiera de faire évidemment ici avec les technos aussi. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien, ou pas? Non. Non, c'est ce que je pensais. Mais pas, voilà. Tiens, on va un peu parler d'obsolescence. C'est un truc qui fâche un petit peu quand on parle de nouvelles technologies, cette fameuse obsolescence programmée. En France, les sénateurs exigent de pouvoir mettre à jour, par exemple, hein, leur 3310. On exagère un petit peu, mais c'est un petit peu dans cet esprit-là. C'est Xavier, hein, qui a choisi, ou c'est Sébastien qui a choisi. Non, c'est pas moi, mais quand j'ai vu le titre, je me suis dit ça devait être dans Oui mais non, ça. Ça aurait pu être dans Oui mais non, mais c'est plus une vue de l'esprit, parce qu'on parle de 10 ans. Or, le 3310, il est beaucoup plus vieux que ça. Non, très clairement, c'est du trolling de base, oui, et je m'en excuse même pas. Mais non, voilà, en gros, donc depuis le 25 septembre, le Sénat français examine un projet de loi sur l'économie circulaire et ils ont proposé un amendement, ils ont voté un amendement qui n'était pas dans le texte initial, donc, et dans le cadre duquel ils veulent réguler la mise à jour des systèmes d'exploitation de nos smartphones. Et concrètement, le texte voté exigerait des fabricants qu'ils continuent à supporter les smartphones jusqu'à 10 ans après leur date d'achat, en tout cas en ce qui concerne les mises à jour correctives et de sécurité, mais pas du tout les mises à jour évolutives. Autrement dit, les failles de sécurité et tout ça devraient continuer à pouvoir être comblées jusqu'à 10 ans après la date d'achat. Et faute de quoi, les contrevenants pourraient se voir exposés à, attention, accrochez-vous à vos sièges, 300 000 € d'amende. Ouh, ça fait mal, ça, Apple. Hein. À mon avis, ils font de leur froc, là. Et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. 2 ans d'emprisonnement pour qui? Pour le CEO? Ils vont envoyer Tim Cook en prison parce que... Non, j'ai pas compris. Je vois pas la logique du truc. Hein. Il y a mon Snake qui bug. Donc moi personnellement je pose la question à qui aujourd'hui, en tout cas peut-être dans les auditeurs des technos, utiliserait encore un téléphone d'il y a 10 ans, oui, même s'il pouvait le mettre à jour sans perte de puissance, hein, évidemment, c'est un peu le but du truc. 10 ans c'est vieux quand même, hein. 10 ans on parle de l'iPhone 3GS peut-être, voire de l'iPhone 4 Maxi. Non, oui c'est ça, on est plutôt sur le 4 je pense, mais malgré tout 10 ans c'est énorme, et oui, ça va être compliqué, quoi. Et on en revient, et là désolé mais je mets les pieds dans le plat, on en revient à ce fameux mythe de l'obsolescence programmée. Oui, j'ai pas peur d'appeler ça un mythe, faut arrêter avec ces trucs là, ça n'existe pas, enfin en tout cas moi j'y crois pas du tout. Je vous ai mis en lien un petit article qui résume très bien les arguments pour lesquels c'est du pipeau, mais en gros l'idée c'est que cette théorie de la conspiration qui voudrait que ce soit plus intéressant pour un fabricant de limiter artificiellement la durée de vie d'un matériel parce que pour en vendre plus et pour augmenter le taux de renouvellement, c'est complètement contre-productif parce qu'en l'occurrence à chaque fois déjà s'ils veulent optimiser pour la durée de vie, c'est des devices qui vont coûter plus cher, pas sûr que les gens soient prêts à payer ce prix-là. Ensuite, si à chaque fois que vous renouvelez votre téléphone, il y a quand même un risque que vous passiez de l'autre côté de la barrière et que vous alliez chez les concurrents. Et ça, c'est pas dans leur intérêt du tout. En plus, ça ternit l'image de la marque. Hein. Chaque fois qu'on a un téléphone qui tombe en panne ou qui est un peu ralenti, ça se voit dans la presse, etc. Donc, c'est pas forcément un bon calcul. Donc, franchement, ces trucs-là, il y a beaucoup de
biais cognitifs et de phénomènes d'emballement autour de ça. Et surtout, c'est très démagogique. Parce que voilà, le Sénat, c'est un petit peu des vieux croutons qui ils connaissent pas grand-chose à la technologie, qui ont pas très bien compris comment ça marche l'innovation. Oui, puis... et en l'occurrence, qui encore une fois ont des vieux téléphones qu'ils aimeraient bien continuer à mettre à jour. Je vais me faire un peu l'avocat du sénateur, mais c'est vrai qu'on peut tout mélanger aussi quand on parle d'obsolescence. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui tombe en panne à une date définie, ou est-ce qu'on parle d'une évolution du produit qui fait que, oui, certains accessoires, par exemple, c'est le cas chez Apple, mais c'est le cas dans d'autres marques aussi, ou dans d'autres domaines, je pense aux capsules de café, par exemple, machines à café. Il y a des évolutions de ce côté-là aussi qui nous font racheter de nouvelles machines alors qu'on considère que l'ancienne fonctionnait très bien. Voilà, est-ce qu'on met ça dans le même panier ou pas ? C'est la question qu'on se pose aussi à un moment donné. On aimerait bien avoir le truc qui va fonctionner pendant tout le restant de notre vie, comme c'était le cas à l'époque de nos grands-parents, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et là aussi, c'est souvent un calcul beaucoup plus compliqué que ça, parce que si on parle d'obsolescence programmée pour nos véhicules, par exemple, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'obsolescence programmée et donc de sauvegarde de l'environnement ? Ça voudrait dire quoi ? On laisse des véhicules de diesel d'il y a 15 ans encore en circulation ? 15 ans, c'est très gentil. Mieux de faire de l'obsolescence programmée. Je lisais un article il n'y a pas tellement longtemps sur les vannes Mercedes que tu vas croiser à peu près à tous les croisements possibles dans certains pays d'Afrique, parce que c'est des machines, ça fait 300-400 000 km, c'est increvable, ça se répare super facilement, les gens du pays arrivent à se fabriquer eux-mêmes les pièces, c'est juste, voilà, c'était magnifique comme machine, mais effectivement, quand tu mets ça en route, ça fume tout noir, ça sera bientôt interdit dans nos villes. Ça bouffe du 20 litres au 100. Voilà, ça bouffe, etc. Donc, est-ce qu'il ne serait pas préférable, à un moment donné, que ce truc se casse la figure et voilà, il y avait ça aussi avec les voitures, j'oublie le nom de la marque, à l'époque des pays, de l'URSS, etc. C'était quoi encore le modèle ? Les Lada ? Non, c'était même avant ça. C'est vraiment leur voiture du peuple. Les Trabants. Les Trabants, c'est ça, dont ils avaient des pièces en zamac qui s'oxydaient après 20 ans, et donc ça tombait en ruine après 20 ans. Donc, c'est des choses comme ça. Voilà. Déjà perdu la moitié de l'audience. Pas forcément mieux avant. T'as jamais entendu ça, Xavier ? Si. Voilà. Et donc, on peut se poser la question de savoir si c'est pas préférable que ça meure un jour ou pas, ou alors que ce soit évolutif. Moi, je plaide plutôt pour des... Au minimum, on peut se poser la question de la pertinence de ce genre de débat. Est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister, qu'il faut mettre autant d'énergie, alors qu'il y a d'autres régulations, d'autres réglementations qui seraient beaucoup plus utile dans une perspective d'économie circulaire, quoi. Bien sûr, mais sur le développement industriel d'un objet, quel qu'il soit, technologique ou autre, comment est-ce qu'on peut le penser pour que demain, plutôt que de tout jeter, on en garde quand même un petit bout qui, voilà, tu vois, on ne soit pas obligé. Un truc que j'ai toujours trouvé idiot, par exemple, avec certains appareils électroménagers, c'est qu'on perd chaque fois le câble d'alimentation, alors qu'on pourrait le garder. On mettrait un connecteur au bout, on en a plein nos tiroirs. C'est comme les chargeurs, on en a plein nos tiroirs. On pourrait à un moment donné se dire, tiens, il y a moyen d'acheter cet appareil sans le chargeur, quoi, par exemple, parce que vous en avez déjà. C'est des choses comme ça qui peuvent un petit peu faire évoluer le schmilblick, peut-être. On verra bien dans l'avenir, si on est encore en vie. Parce que, bon, voilà, c'est jamais. Pas me voler ma vieillesse non plus. T'es comme Tesla. C'est une question de Tesla. Et donc, si on parle de Tesla, ça c'est une information pour Sébastien. Je sais que Xavier te l'a laissé, celle-là. En préparant. Merci Xavier. Voilà. C'est donc... l'autopilote, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vont autour des nouvelles versions de Tesla, parce que les Tesla se mettent à jour, par exemple. On ne remplace pas le moteur, on remplace le software, ce qui est quand même une évolution intéressante aussi. Mais des fois, il y a des petits trucs comme ça qui se passent et qui ne sont pas attendus. Voilà, donc Tesla a récemment lancé une mise à jour à distance, parce qu'effectivement, ils peuvent faire de la mise à jour OTA, c'est-à-dire over the air, comme on dit, de leur logiciel. Ici, ils ont sorti la version 10, qui est à la fois sur les modèles S, X et modèle 3, mais ceux qui avaient acheté un pack
un petit peu premium avec des capteurs en plus et tout ça, ont bénéficié d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Smart Summon. Alors c'est quoi le Smart Summon? C'est une évolution de la fonctionnalité de Summon qui existait déjà et qui permettait tout simplement de faire sortir sa voiture automatiquement et sans la piloter soi-même d'une place de parking un petit peu exiguë et puis du coup de la garer aussi, ou même de son garage. Donc si vous avez un garage un peu étroit, vous rentrez, vous sortez la voiture sans être dedans, mais juste sur quelques mètres. Et le Smart Summon, donc cette évolution, ça permettrait aussi de l'invoquer depuis à distance. Donc en gros, c'est un valet de voiture, mais automatique. Et donc, pour vous donner un exemple des cas d'utilisation, c'est vous sortez du carrefour, il pleut, comme une vache qui pisse, et vous n'avez pas envie de vous tremper en courant jusqu'à votre voiture, et ben vous appuyez sur un bouton sur votre téléphone, et la voiture qui est garée à, je crois que la limite c'est 60 mètres pour l'instant, qui est garée juste là dans le parking, et ben elle sort de sa place et elle vient vous chercher devant le magasin, plutôt que vous deviez aller jusqu'à elle. Autre cas... Si je puis me permettre, c'est dommage cette limitation de distance, parce qu'on pourrait la partager par exemple avec son épouse ou son époux, et dire tiens, quand t'as pas plus besoin de la voiture, tu me le dis, je l'appelle. Évidemment, c'est vers la coupe de Michael Knight pour que ça marche. Oui, aussi. Et voilà, et ça c'est l'autre cas d'utilisation, c'est Kit, viens me chercher. Oui, mais bon, ça c'est c'est beaucoup plus pour la feignasse de base que nous sommes tous. Mais voilà, donc ça c'est en théorie sur le papier, c'est ce que c'est censé faire. Effectivement, il y a des limitations. La première limitation, c'est la distance. Deuxième limitation, c'est qu'il doit y avoir une ligne de vue directe avec le téléphone, puisque la voiture va chercher à viser, à se rendre jusqu'au téléphone. Maintenant, ça n'a pas empêché certains d'évidemment user et abuser de la fonctionnalité. À la base, c'est censé être limité à des voies privées, parce qu'il n'y a pas encore de législation pour utiliser ce genre de système sur les voies publiques. Ça n'a pas empêché les gens d'essayer de faire traverser la route ou des parkings surbondés avec ce système. Évidemment, la voiture se met un petit peu en PLS parce qu'elle ne sait pas trop où aller et il y a trop d'informations, d'obstacles et tout ça, donc elle ne sait plus. Et si vous regardez un petit peu les vidéos qui circulent, ce qui est même drôle, c'est de voir la réaction des autres usagers quand ils se retrouvent face à une voiture qui sort de sa place de parking sans personne au volant. Ouais. Là, tout d'un coup, ça les fait flipper. Et donc, les autres voitures s'arrêtent quand elles voient ça. Elles savent pas trop comment réagir. Donc, du coup, la Tesla s'arrête aussi. Et ils se regardent un petit peu en chien de faïence en disant c'est qui va passer en premier. Division par très, zéro. Très drôle. Ah oui, non, c'est ça. C'est deadlock direct. Et je pense que ça, évidemment, dans les tests en laboratoire ou dans des cas bien particuliers, l'algorithme d'intelligence artificielle, il n'avait pas été forcément prévu pour ça. Donc, c'est une fonctionnalité qui est en bêta, qui est en test. Évidemment, il y a eu quelques petits accrochages à faible vitesse, puisque on parle de parking, etc. Mais tout ça va servir un petit peu à faire avancer le schmilblick. Toujours est-il que la NHTSA, donc l'agence gouvernementale américaine qui s'occupe de la sécurité routière, a été invoquée et va mener son enquête et en discussion avec Tesla pour voir ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que dans le pire des cas, Tesla peut juste désactiver la fonctionnalité à distance et retourner au tableau pour remettre un petit peu les choses au point. C'est juste une preview du futur, on va dire, de ce qui va arriver très rapidement maintenant. Et encore une fois, une illustration de l'avancée de Tesla dans le domaine des véhicules autonomes, quoi. Sans que ce soit dommageable, tu as dit, c'est à faible vitesse, il faudrait vraiment, il va pas y avoir d'accident mortel ou même de dommages physiques sur qui que ce soit avec ce type de fonctionnalité. On a déjà vu ce genre de... Elle roule vraiment pas vite, il faut arrêter de... Mais voilà, ça dépend un petit peu comment on réagit face à ça. Il y a eu quelques rapports de percussions au niveau du pare-choc où un gars qui soi-disant a voulu la sortie du garage et puis elle a tapé dans le côté du garage. Apparemment, il y a personne qui a été blessé pour l'instant et il y a eu des cas de frustration parce que encore une fois, il y a ces trucs où la voiture s'arrête, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas où elle va et visiblement elle est perdue un peu elle-même. On dirait un petit peu une mamie qui a un petit peu perdu la boule. Donc voilà, c'est très drôle. C'est vrai que ça nous arrive aussi, même avec des humains, des fois, des gens qui oublient dans quel sens fonctionne la priorité de droite, par exemple, et tu avances, ils avancent. Tu avances, ils avancent, et puis ça s'arrête, et Exactement. Voilà, c'est quoi? Si tu y vas ou tu y vas pas? Voilà. C'est le genre de truc, ça peut arriver...
Et ça illustre encore une fois le fait que le plus compliqué dans la transition vers les véhicules autonomes, c'est la cohabitation entre les intelligences artificielles et les sacs à viande. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est le jour où on enlèvera complètement les sacs à viande, il n'y aura plus de problème. C'est le facteur humain qui prend toute sa dimension dans ce cadre-là, c'est clair. Bon, ben voilà, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Mais tu vois, l'argument de rentrer, sortir de son garage quand on a un garage trop petit ou que le plafond est trop bas et qu'on ne va pas pouvoir ouvrir les portières parce que c'est des portières papillons, hein, par exemple, ben ça, c'est un bon argument. Je trouve, voilà, comme toujours, dans ce cas-là, on dit un argument qui tient la route. Bon, allez. V, comme vie privée. Alors là, c'est le genre d'info qui me fait toujours bondir, parce que plein de gens vont dire « Oh, c'est pas grave, moi j'ai rien à me reprocher, c'est bon. Hein. » Les USA et la Grande-Bretagne auront accès à vos messages, et pas n'importe quel message. C'est qui nous en parle? C'est Xavier. En fait, c'est un traité qui a été conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui devrait être prêt d'ici fin octobre et qui vont les autoriser, en principe, à accéder aux communications sur Messenger, WhatsApp et les autres réseaux sociaux, donc les messageries des réseaux sociaux. Alors, les services des renseignements britanniques, ils auront accès aux communications cryptées, donc chiffrées sur les réseaux sociaux, en cas d'enquête sur des actes criminels comme le terrorisme ou la pédophilie, par exemple. Alors, ils ont d'autres accords entre eux, puisque par exemple les États-Unis et les Royaumes-Unis n'enquêteront pas sur leurs citoyens respectifs, et de même, les informations, par exemple, que la Grande-Bretagne va transmettre aux États-Unis ne seront pas utilisées comme preuve pour condamner quelqu'un à mort. Alors, il y a d'autres éléments, c'est que ils ont, par exemple, une des réactions de Facebook qui a déclaré que s'ils veulent faire ça, ça nécessite des backdoors, c'est-à-dire des portes d'entrée qui permettent de déjouer le chiffrement bout à bout, puisque en gros, le but du chiffrage de bout à bout, c'est juste éviter à ce que le fournisseur d'un service comme WhatsApp puisse visionner les messages. Donc, WhatsApp a annoncé que le chiffrement était de bout à bout. Ça veut dire que si moi j'envoie un message à quelqu'un d'autre de mes contacts, en principe, il n'y a que ce contact qui va pouvoir lire le message. Le fournisseur d'accès est censé voir un message chiffré et donc il peut voir le contenu du message, sauf qu'il ne saura pas le déchiffrer. Ça va être un message codé, entre guillemets, pour eux. Donc, ça veut dire qu'il y aurait des backdoors qui seraient peut-être encore laissés par ces fournisseurs-là. Et Facebook s'est référé au Cloud Act qui est en vigueur depuis 2018, qui autorise les services d'ordre à solliciter les renseignements notamment. Donc, ça fait quand même un petit peu de bruit puisque on dit voilà, il y a un chiffrement de bout à bout, mais finalement, on a peut-être une possibilité quand même de déjouer ce chiffrement. Mais donc, finalement, ça n'a servi à rien. Oui, effectivement. Je voyais Sébastien qui était dans le noir et il y a une panne de courant à Tokyo. Oui, enfin, c'est un chiffrement c'est un NSA. Non, non, c'est la batterie de mon projecteur qui est tombée en rade. Ah bah, on arrive au bout, de toute façon, elle va pouvoir respirer un petit peu. Non, mais c'est juste totalement... Enfin, sur le principe, voilà, c'est juste révoltant. Il n'y a pas d'autre mot. Je vois l'index levé de Sébastien. Rappelons au passage que WhatsApp chiffre les conversations de bout à bout pour les conversations de point à point, c'est-à-dire une seule personne avec une seule personne. Oui. Si c'est des conversations de groupe, ils peuvent pas le faire. Oui, et ça, c'est une distinction importante parce que c'est typiquement les conversations qu'ils veulent pouvoir surveiller, c'est les conversations de groupes terroristes et de trucs comme ça. Après, de fait qu'ils se limitent à les utiliser uniquement sur les citoyens de l'autre côté ou pour pas les condamner à mort, tout ça, on parle de l'Amérique de Donald Trump et de la Grande-Bretagne de Boris Johnson ici. Hein. Ouais. Donc, des gens très sérieux d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. faut bien le reconnaître, ce sont des gens très sérieux, comme tout le monde peut s'en rendre compte. Bon, allez, on passe à la suite.
Avec la lettre W comme oui mais non, ça veut dire qu'on arrive au terme de ce 227e épisode des Technos. Vous le savez, on va parler de trottinettes électriques. Parce que là, il y a vraiment une matière, une fois de plus, à s'énerver, ou pousser un petit coup de gueule, éventuellement. Je sais pas qui nous en parle d'ailleurs, c'est Xavier ou c'est Seb, peu importe, mais c'est Xavier. Donc apparemment, il y a des gens qui n'aiment pas les trottinettes et le font savoir, d'une manière un petit peu cavalière, j'ai envie de dire. C'est un habitant de Floride, Randon Williams, de 59 ans, qui n'aime pas du tout les trottinettes, au point de passer ses soirées à aller, avec des outils cachés dans sa chemise, à aller faire le tour des rues et à couper les freins, à saboter les freins des trottinettes. Alors, pas de bol pour lui, il n'aime pas la technologie, mais c'est la technologie qu'il a trahi, puisque c'est grâce à une sonnette Ring qui est équipée d'une caméra et qui enregistre quand il y a un mouvement qui passe devant votre porte, par exemple, qu'il a pu être pris en flagrant délit par la police. Alors la police a déjà confirmé une vingtaine de vandalismes avec un préjudice financier qui devrait avoisiner les $1 400, mais il est soupçonné d'avoir foutu en l'air plus de 100 trottinettes. Donc voilà, il sait comment occuper ses soirées et il n'aime pas la technologie, mais il s'est fait trahir par la technologie, c'est un petit peu con. Voilà. Je trouve ça, mais c'est... je voyais, il y avait un article qui expliquait qu'il y avait des gens qui n'aiment pas les trottinettes et pour bousiller le concept, entre guillemets, masquer le QR code qui donc empêchait du coup de valider son inscription et l'utilisation d'une trottinette. Bon, voilà, ok. Ici, on joue avec la sécurité des gens, c'est totalement criminel de faire des trucs comme ça. Il y avait un autre article paru je vais pas le citer, mais dans un des sites en tout cas qui nous sert de référence de temps en temps et qu'on regarde tous et qui parle de nouvelles technologies, qui justifiait quasiment l'acte du personnage par 2 paragraphes en expliquant que la trottinette ça pouvait gêner les gens sur le trottoir, que ça roulait vite, que c'était dangereux, que ça coûtait cher, etc. etc. J'ai trouvé ça d'une bêtise crasse, donc c'est pour ça que je ne vais pas citer le site. Rien ne justifie qu'on fasse des choses pareilles, soyons très clairs. Sébastien. Oui, non, clairement. C'est le préjudice financier, à la rigueur, on s'en fout. C'est déjà des véhicules qui sont relativement dangereux quand même, par essence. Je veux dire, j'étais à Lisbonne le mois dernier et je les ai utilisés très souvent, les trottinettes Lime. C'est pas d'une stabilité folle et ça roule quand même à 25 km/h. Oui. Donc c'est déjà dangereux en soi. Si en plus tu te retrouves à 25 km/h et tu te rends compte à la dernière minute que tu n'as plus de frein, c'est juste l'accident assuré et ça peut aller très loin. Je suis passé moi-même à l'hôpital parce que je m'étais ouvert l'arcade avec une trottinette sans moteur et à l'occasion les médecins m'avaient précisé que les trottinettes étaient déjà plus dangereuses que les vélos. Malgré leur plus faible utilisation et leur nombre aussi moins élevé. Donc c'est déjà très dangereux si en plus il n'y a plus de frein. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et après, si les gens sont pas contents, il y a des voies officielles, il y a des plaintes qui peuvent déposer, il y a des réglementations qui doivent être mises en place, soit, mais pas à faire ce genre de vandalisme qui met en danger les gens. À titre d'exemple, mais ça ne doit pas être le seul, mais je voyais qu'à Bruxelles, certaines communes commençaient à peindre à des endroits, certains trottoirs qui sont plus larges que d'autres, des zones où on invite les gens à laisser la trottinette et spontanément, les gens qui ont une trottinette, du coup, le mettent dans cette zone-là. C'est juste un coup de peinture et ça règle le problème. Mais il y a des gens, du coup, qui sont, je sais pas, c'est une espèce de névrose, qui se portent pas les trottinettes. C'est vrai que c'est dangereux sur la rue. Certains font un peu n'importe quoi. Il y a un problème de civisme aussi qu'il va falloir à un moment donné mettre à plat, soyons clairs. Moi, je connais des rues pas très loin de chez moi où il y a des nids de poules grands comme des maisons et c'est clair qu'avec une trottinette, vous faites la culbute à tous les coups. C'est déjà en vélo, c'est compliqué, mais alors avec les petites roues des trottinettes, c'est casse-gueule. Donc, il faut trouver un bon compromis, mais le sabotage qui met en danger la vie des gens, ça c'est juste, ce type mérite la tôle 10 000 fois, quoi. Je veux dire, voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Je la donne pas souvent, mais là, pour le coup, je trouvais ça quand même assez fort et surtout ce qu'on en fait après dans la presse en disant ah ben oui c'est normal, les trottinettes ça gêne. Excusez-moi, ça vaut pas la vie d'un homme quand même. C'est juste absurde, quoi. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode, non ? Si, hein. Je posais la question parce que il me semble qu'on arrive au bout
de l'épisode 227 des Technos. On va se retrouver très bientôt, par exemple la semaine prochaine, avec le 228e épisode. On va remercier Sébastien, qui va maintenant continuer sa nuit à Tokyo. On le retrouvera dans un autre pays, à un autre moment. Xavier, lui, je ne l'ai pas précisé, mais il est dans la grande périphérie bruxelloise, donc c'est beaucoup moins exotique, évidemment. Et on a remarqué que son système TP-Link fonctionnait très très bien. Je vous renvoie au hors-série de cette semaine, de lundi, puisqu'on vous a fait une présentation, il faut autant le signaler, Xavier, sur un système mesh proposé par Deco TP-Link. M4. Voilà, le Deco M4 qui a déjà suscité quelques commentaires et qui peut encore en provoquer, c'est pour ça que j'en parle. Donc merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus, n'hésitez pas, les pouces vers le haut comme toujours, abonnez-vous évidemment à notre chaîne YouTube. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié des nouveautés chaque fois qu'on publiera une vidéo, vous aurez ainsi l'information au meilleur moment, et puis via les plateformes de podcast habituelles, vous êtes les bienvenus également, comme sur notre site internet www.lestechno.be. Voilà, j'ai fait l'article, c'est terminé. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.